Donc, en tout cas, évoquer cette notion de neuroplasticité de manière plus ou moins formalisée. Et en plus de ça, quand on est enseignant, on peut se dire qu'on ne va pas avoir le temps voilà, pour consacrer une Ben, séquence exact. pédagogique entière sur le sujet. C'est parce Euh, que si on pose la question, est-ce que c'est mieux dans un cours de mathématiques de faire 2 heures de mathématiques ou 2 heures à parler de la mm. neuroplasticité? C'est mieux de faire 2 heures de mathématiques Oui, je pour pense aussi. favoriser l'apprentissage, d'accord? Mais ce que je trouve intéressant avec cette façon de stimuler la motivation, c'est que ça ne demande pas beaucoup de temps. Tu sais, le rapport coût-bénéfice dont on parlait au niveau de Mm, la mm. motivation, ben, au niveau des enseignants, ils disent, qu'est-ce que ça va me demander comme temps, comme préparation pour en parler aux élèves de cette neuroplasticité-là? Ça peut être très, très peu. Et le bénéfice est potentiellement intéressant, du moins pour certains élèves, hein. Donc, un bon ratio coût-bénéfice. Et ce que vous venez de dire m'amène directement à parler du feedback. Donc, comme vous l'avez dit, la notion de rétroaction. Jusqu'à quel point c'est lié au circuit de la récompense, le fait de recevoir un feedback. Et l'autre partie de ma question, c'est, et du coup, comment on donne un bon feedback qui va et corriger, et guider, et encourager? Le feedback joue un rôle très important dans l'apprentissage. C'est un des facteurs les plus déterminants parmi tous les facteurs qu'on puisse imaginer qui favorisent l'apprentissage. Le feedback, qu'on appelle aussi la rétroaction, joue un rôle très important dans la réussite. Et comme vous l'avez mentionné dans la question, on peut distinguer le feedback positif et négatif. Mais il faut bien les définir parce que parfois, on ne les définit pas de la bonne façon dans notre tête, c'est-à-dire que en recherche, ça a une signification assez précise. Le feedback positif, c'est le retour d'informations qui découle de la réussite. On se rend compte qu'on a réussi, on se le fait dire ou on constate nous-mêmes qu'on a réussi. On reçoit donc un feedback qui confirme une réussite. On appelle ça feedback positif. Feedback négatif, ben, c'est quand ça n'a pas fonctionné notre truc. C'est quand on fait quelque chose puis on se rend compte qu'on a commis une erreur ou que ça ne fonctionne pas et que soit notre enseignant nous le dit, soit nos amis nous le disent, ou soit on le constate nous-mêmes, hein? Donc, feedback positif, feedback négatif. Et les deux ont un impact sur le cerveau et sur l'apprentissage assez intéressant. Comme vous en doutez, le feedback négatif peut provoquer l'activation des mécanismes de correction d'erreur. Et donc, ça peut amener l'élève à ah, je me suis trompé ici, pourquoi je me suis trompé, et éventuellement corriger l'erreur qui a été commise. Puis évidemment, corriger ces erreurs en cours d'apprentissage, c'est une bonne chose, hein. Quand on apprend quelque chose de nouveau, ce n'est pas toujours facile, on peut commettre des erreurs au début, pas grave en soi, à condition de pouvoir corriger ces erreurs-là. Et le feedback peut jouer ce rôle-là. Mais le deuxième type de feedback, le feedback positif, donc le type de feedback qui confirme qu'on a réussi quelque chose, qu'on avait une bonne réponse ou une bonne démarche pour accomplir l'objectif qui était visé, mais ça aussi, ça a un impact et parfois on néglige un peu ce feedback positif-là. Pourtant, ce feedback positif provoque l'activation d'une région au cœur de notre cerveau qu'on appelle le striatum, qui est en lien avec le système de récompense du cerveau. Le, système, le cerveau a comme un système pour nous encourager à répéter nos bons coups. Quand on fait quelque chose, puis ça fonctionne bien, on reçoit une espèce de récompense, si vous voulez, dans notre cerveau via l'activation de ce striatum-là et du relâchement de dopamine qui crée un sentiment de plaisir, de satisfaction, d'accomplissement. J'en parlais un peu tout à l'heure. Et donc, ce feedback positif-là peut être un excellent contributeur à la motivation. Et c'est une des raisons pourquoi il faut s'assurer d'avoir les deux types de feedback, en fait. Donc, quand les élèves, quand les apprenants font une tâche et qu'on leur donne du feedback, on devrait leur indiquer leurs erreurs et la façon de régler cette erreur-là, mais on devrait aussi mettre en évidence les bons coups, les réussites, pour pouvoir donc profiter de cette activation pouvant engendrer de la motivation. Donc, si on se pose la question maintenant, quels sont les types de feedback les plus efficaces pour apprendre? Bien, je vous dirais, l'une des caractéristiques du feedback qu'on doit donner, c'est qu'il doit inclure du feedback positif et du feedback négatif. Idéalement, un peu des deux. Si on fournit seulement à répétition du feedback négatif, ça peut être complètement décourageant, puis on peut perdre la motivation. Si on reçoit seulement du feedback positif, ben, peut-être qu'on va moins s'améliorer parce qu'on n'aura pas des indications sur nos erreurs et comment corriger nos erreurs. Donc, il faut vraiment comme un certain équilibre entre les deux, entre les types de rétroaction fournis. Ça me paraît important. Puis, si on va de façon plus spécifique sur les types de feedback les plus efficaces,
Bien, j'ai tendance à... Je vous propose de commencer par les types de feedback peu efficaces, d'accord? Peu efficace, ce serait quoi? Ce serait de dire à l'élève ou à un apprenant, wow, tu as bien réussi, tu es bon, toi. Pourquoi ce n'est pas très efficace? Parce qu'on ne fait pas le lien avec la tâche accomplie et la démarche qui a été accomplie pour réussir cette tâche-là. Quand c'est un feedback, une rétroaction qui met l'accent sur la personne, sur ses caractéristiques, tu es bon, tu n'es pas bon, tu es excellent, tu es moyen, indépendamment de la tâche, c'est souvent très peu efficace pour apprendre. Un autre type de feedback, un peu mieux, mais franchement pas très efficace, c'est si, après avoir accompli une tâche, on présente à l'élève les bonnes réponses à cette tâche-là, sans faire le lien avec ce qui a été fait par l'élève. Donc, on dit question 1, la réponse c'est A. Question B, la réponse c'est force externe. Question ainsi de suite. Si on ne fait pas le lien avec ce que l'élève a fait, le feedback est drôlement moins efficace. Ça donne presque rien, en fait. Une méta-analyse qui montrait que la taille des faits, l'efficacité, donc, de ce feedback qui met juste l'accent sur quelles sont les bonnes réponses, est somme toute assez peu efficace. Mais dès qu'on fait le lien entre la réponse donnée par l'élève et le feedback qu'on fournit, c'est déjà plus efficace. Juste si on dit, ah, tu as répondu ça ou ça à la question, et là qu'on dit, ah, la réponse que tu as fournie, elle est bien, elle n'est pas bien, c'est déjà un pas dans la bonne direction parce qu'on fait le lien avec la réponse donnée par l'élève. Ça devient comme un feedback plus personnalisé, si vous voulez. On se sent plus concerné, donc on a sûrement tendance à l'écouter un peu plus. Mais le meilleur feedback, c'est un feedback qu'on dit élaboré. Donc, qui va porter sur la réponse donnée par l'élève, mais pas juste sur la réponse, sur le processus qui a permis d'obtenir cette réponse-là. Donc, on donne de la rétroaction du feedback sur les différentes étapes, le pourquoi de ces étapes-là, quel aspect a été bien, a été moins bien. Et là, quand on fait un feedback donc, dont les caractéristiques, c'est axé sur la tâche et élaboré, ces deux caractéristiques-là peuvent rendre le feedback très, très, très efficace. Donc, je vous dirais, c'est feedback axé sur la tâche et élaboré, puis un feedback qui inclut à la fois du feedback négatif pointant vers les erreurs, mais aussi du feedback positif pointant vers les réussites. Donc, un certain équilibre entre les deux types de feedback. Puis comme je le disais tout à l'heure, le feedback positif, on le néglige parfois. Mais non seulement il est important pour la motivation, mais il est important pour l'apprentissage aussi. Parce que si on ne pointe pas vers les bonnes choses, les bons coups de l'élève, il y a des chances que les bons coups se perdent en cours de route. Si l'élève ne sait pas que certaines des choses qui ont été faites sont bien, ben, il reçoit juste de la rétroaction négative. Et là, il peut se dire, tout ce que j'ai fait est mauvais. Je mets tout de côté, je repars sur du neuf, alors qu'il y a peut-être certains éléments, en tant qu'enseignant, qu'on ne voulait pas que l'élève perde. On voulait, ah, ça, là, ça, c'était bien. Cette étape-là, c'était bien, mais ça, non, ça ne fonctionne pas pour telle ou telle raison. Mais pointer aussi les éléments pertinents de la démarche de l'élève, mais aussi pointer aussi ses faiblesses dans une optique de s'améliorer le plus possible. Et là, il y a un autre aspect aussi à prendre en compte, c'est que lorsqu'on donne du feedback négatif, il faut faire attention à la façon dont on présente ce feedback négatif-là. Si on fait juste dire à l'élève, ici, tu t'es trompé, puis qu'on laisse entendre que c'est terrible de s'être trompé, puis il n'y a rien à faire, puis c'est une indication que l'élève n'est pas bon, pas compétent, qu'il ne va pas y arriver, qu'il n'est pas à la hauteur, ça, c'est une chose qui peut être très peu motivante, on s'entend là-dessus. Hein. Par contre, si on envoie vraiment le signal que les erreurs sont un outil pour apprendre, hein, que commettre des erreurs, ce n'est pas un problème en soi, et qu'il faut s'améliorer, et que notre feedback reflète cette idée-là, hein, envoie ce signal-là que, OK, une erreur a été commise, voici comment on peut se corriger, mais tout ça peut faire en sorte que le feedback peut être particulièrement efficace pour favoriser les apprentissages des élèves.